Grand angle consacré ce soir donc à l'attentat de Bruxelles qui forcément réveille de douloureux souvenirs 7 ans et demi après les attaques de Daesh. Avec nous pour en parler, Georges Dallemagne, député fédéral belge, parti d'opposition dans le Royaume. Vous êtes l'auteur du livre Le clandestin de Daesh et de l'ouvrage La Belgique face au radicalisme, comprendre et agir. Avec nous également Michael Dantine, criminologue, professeur à l'Université de Liège. Michael Dantine, on commence avec vous. Avez-vous été surpris par cette attaque hier soir au cœur de Bruxelles? Surpris, oui. Disons que j'avais été interrogé en début de semaine de savoir si ce qui s'était passé en Israël avait rehaussé la menace, et sans que je fasse de lien à ce stade, évidemment, en cet événement et ce qui s'est passé hier à Bruxelles, j'avais dit que oui, effectivement, un attentat en Belgique était possible, mais pas forcément probable. De toute façon, nous n'avons jamais quitté en réalité le terrorisme depuis les attentats du 22 mars 2016. On l'a un peu oublié, mais l'an dernier, on a eu un attentat islamiste qui a coûté la vie à un policier, et entre-temps, nous avons eu des attentats déjoués, pas nécessairement d'ailleurs liés à l'islamisme. Donc ça prouve bien que la menace, elle continue à peser, elle s'est concrétisée là, et elle s'est concrétisée de manière totalement impromptue, parce que sinon, on aurait arrêté bien évidemment un individu avant qu'il passe à l'acte si on avait pu le voir venir. Donc moi, j'ai pas de boule de cristal, mais nous sommes dans une réalité du terrorisme en Belgique, comme en France d'ailleurs, qui peut faire que ce type de fait peut survenir malheureusement à tout moment. Georges Dallemagne, d'abord, ce qui retient l'attention, c'est le mode opératoire. On a un homme qui est passé à l'acte avec une arme de guerre, hein. Oui, absolument. Donc, il faudra se demander d'où vient cette arme de guerre, comment il a pu se la procurer. Et puis, moi, je suis par contre pas tellement surpris par cette attaque. On a en Belgique sur 700 personnes qui sont fichées pour menaces possibles à l'égard de l'ordre public, pour menaces sur la population. Il y a 600 individus qui sont fichés pour radicalisme islamiste. Et donc, oui, cela reste une menace importante sur la Belgique. Et la question est de savoir si nous avons retenu toutes les leçons des attentats du 22 mars 2016 et si nous ne devons pas revoir encore notre copie parce qu'effectivement, la Belgique, plus qu'à son tour, est frappée par le terrorisme islamiste. Revoir la copie à quel niveau? Et je pense qu'il faut revoir à la fois notre architecture de sécurité. Il y a toute une série de recommandations qui avaient été émises à l'époque et le professeur Dantine y avait participé, d'ailleurs comme expert. Il faut revoir ce que nous faisons concrètement, par exemple au niveau des forces de police. Vous savez que notamment les enquêteurs à Bruxelles qui travaillent sur l'islamisme radical, le cadre n'est pas complet. Il manque par exemple 80 inspecteurs sur 165 à Bruxelles, donc c'est considérable. La moitié du staff seulement est là. La même chose pour nos services de renseignement. Ils ont été considérablement augmentés en ressources, mais par contre, mes informations me disent que l'organisation interne de ces services de renseignement aujourd'hui encore n'est pas adéquate et il y a une série de difficultés comme celle-là. Mais pour moi, la difficulté majeure en Belgique, c'est véritablement la lutte contre le radicalisme. Il y a une forme de radicalisme d'atmosphère qui existe notamment à Bruxelles, où certains comportements terroristes, dans certains cas, auprès de certaines populations, peuvent parfois être légitimés, compris, et une certaine forme de compréhension. Et je pense que le passage à l'acte d'individus comme ceux qui viennent de passer à l'acte à Bruxelles est aussi favorisé par l'idée qu'ils seraient légitimés par une forme de combat qui pourrait passer par ce type de terrorisme et par ce type d'action. Et donc, ça pose un véritable problème, je pense, en Belgique, à Bruxelles en particulier, et c'est un problème qui n'est pas suffisamment regardé en face par les politiques. Michael Dantine, Georges Dallemagne nous parle de radicalisation, mais il y a un fait qui retient l'attention, c'est que cet homme, ce suspect numéro 1, donc tué ce matin, était de nationalité tunisienne et qu'il n'avait été débouté de sa demande d'asile. Donc, contrairement aux attentats de Bruxelles et Zaventem en 2016, il n'est pas belge. Il n'est pas né à Schaerbeek, il n'est pas né à Molenbeek, à Bruxelles ou dans une autre commune de Belgique. Oui, ça semble être une dynamique différente, mais je m'en voudrais de pas vous rappeler qu'il y avait parmi les résidents molenbeekois des gens de toute nationalité, dont des gens de nationalité française. Il y avait quelque chose de l'ordre de la logique aussi de quartier, de famille, d'amitié, de complicité passée dans ce groupe qui a frappé d'abord à Paris et puis pour une partie qui s'est ramifiée avec d'autres et qui a frappé Bruxelles. Ici, on est vraisemblablement dans un autre temps du terrorisme et dans une autre dynamique.
d'un individu qui semble avoir agi, en tout cas pour ce qui est de la phase d'action seul. C'est en tout cas vers ce constat que converge l'enquête à ce stade. Bon, elle est au stade préliminaire. Et puis, par contre, vraisemblablement, il s'est radicalisé, mais pas dans un vide d'air. Donc, il a été au contact d'autres, mais probablement à travers les réseaux sociaux, à travers différentes applications, à travers peut-être différents écrits. C'est une manière indirecte d'être au contact avec des autres. Je vous dirais que finalement, ce sur quoi capitalisent tous les radicalismes, et le radicalisme islamiste en particulier, tous ces ferments qui font qu'on est réceptif à un moment donné à des idées, qu'on est touché par ces idées, qu'on fait sienne des thématiques comme l'humiliation, l'injustice, la discrimination, qu'on vit soi-même, mais qu'aussi on vit soi-même parce qu'elle est vécue par les autres, par procuration. Tous ces éléments-là, ils sont toujours présents. Et donc les idées continuent à circuler. Et donc quelque part, il est logique qu'on maîtrise, c'est dramatique, qu'on arrive à ce type de fait. Mickaël Dantine, juste, c'est vrai qu'il est encore trop tôt, vous dites l'enquête ne fait que de commencer à juste titre, il est trop tôt pour parler de failles, mais on rappelle quand même les faits que l'on connaît à ce jour. Il y a ce match de football, Belgique-Suède, on sait qu'en Suède, des individus ont commis des autodafés, ont brûlé des Corans. Vous avez cité aussi dans la presse belge le contexte au Proche-Orient, mais c'est surtout que les autorités étaient au courant de cette radicalisation. Ce n'est pas une radicalisation qui est passée au-delà des radars, si je puis dire. Comment expliquez-vous que cet acte n'ait pas pu être empêché? Alors, les informations du jour sont beaucoup plus nuancées que celles de la veille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui ressort des autorités, c'est qu'il n'y avait pas de réel élément qui le ciblait comme un radical. C'était plutôt quelqu'un dont on se posait la question de le faire entrer sur le radar. Il était loin du centre de ce radar. Et je pense qu'il y a beaucoup de débats qui s'entrechoquent en réalité. Parce que le débat de l'obligation de quitter le territoire, peut-être un vrai débat politique par ailleurs sans lien avec le radicalisme, parfois ça peut l'être. Regardez ce qui s'est passé à Arras, bien entendu. Ici, à ce stade-ci, je ne discerne pas en quoi le fait qu'il n'ait pas eu une adresse identifiable aurait empêché un suivi qui n'existait pas, ou aurait empêché un suivi aussi profond qu'on aurait voulu le faire. Ça ne semble pas être le cas. Par contre, une question qui va se poser, et elle me semble légitime, c'est la prise en compte de la dimension d'avoir des supporters suédois en Belgique. Quand on connaît ce contexte, est-ce que cette dimension, et je m'empresse de dire que ce n'était pas simple, a été prise en compte dans l'analyse du risque, non pas lié à l'individu, mais à l'événement? Ça me semble être une question légitime. Je m'empresse de compléter en disant qu'il ne faut pas sous-estimer le délai qui peut exister entre des faits qui surviennent, les autodafés en Suède et le fait qui est survenu hier à Bruxelles, mais parfois c'est très long et il y a un imaginaire, si vous voulez, qui est frappé chez certains individus, qui est buriné par ces faits. Je prends deux exemples qui vont vous parler. Les frères Kouachi, ils frappent Charlie Hebdo bien après la publication des caricatures du prophète. C'est dire si les menaces restent. Et encore plus large, imaginez le temps qui a séparé la fatwa qui a visé Salman Rushdie et l'attentat dont il a été victime, finalement, il y a très peu de temps aux États-Unis. Donc c'est très compliqué, mais cette question de la prise en compte de la présence de cibles, il faut bien parler comme ça, potentiel pour un terroriste islamique, c'est-à-dire des Suédois qu'on peut facilement identifier parce qu'ils portent des couleurs sur les maillots de leur équipe. Est-ce que ça a été vraiment pris en compte? Je pense qu'il y aura débat sur la question et il y aura surtout matière à apprendre. Il faut donc poser les bonnes questions pour éventuellement se donner les moyens d'apporter les bonnes réponses. Georges d'Allemagne, sans faire de mauvais jeu de mots, Le clandestin de Daesh, c'est le titre de votre livre. D'abord, peut-être quelques mots sur cette formule qui interpelle. Et après, je vous demanderai effectivement pourquoi cet homme n'a pas été expulsé alors qu'il devait l'être. Mais sur ce clandestin de Daesh, en fait, on parle dans ce livre enquête que j'ai mené avec un journaliste de La Libre Belgique, un quotidien bien connu ici en Belgique. C'est l'enquête sur finalement le dirigeant des attentats de Paris et de Bruxelles. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il est encore très mal connu du grand public, ce dirigeant. Il a habité dans un quartier tout près de chez moi à Bruxelles. Il est passé en dessous des radars très clairement, et à la fois des services de sécurité et à la fois des radars médiatiques, puisqu'encore une fois le grand public ne le connaît pas. Et il est tout à fait important et intéressant de voir comment d'abord il s'est radicalisé dans son quartier de Laken, au centre de Bruxelles, au contact de mosquées, au contact d'associations, au contact d'une maison de jeunes en particulier, de voir comment ce parcours radical s'est transformé en parcours terroriste et comment il s'est finalement accrédité auprès de Daesh, auprès de l'État islamique. Il est devenu
l'Européen qui a été finalement le plus haut cadre de l'État islamique, et il a organisé, commandité, dirigé les attentats de Paris et de Bruxelles au nez et à la barre des services de sécurité, notamment belges. Et cela montre à quel point il y a eu un problème véritablement à la fois d'identification de la menace, mais surtout de... Ah, une petite coupure, peut-être, Georges d'Allemagne, est-ce que vous nous entendez? On va essayer de vous retrouver dans quelques... Oui. Je dirais... Bon, on va essayer de vous retrouver, Oui, Georges d'Allemagne. je dirais... Bon, ça coupe. On va passer à Mickaël Dantine, si vous voulez bien, Georges d'Allemagne. Je suis vraiment désolé. Mickaël Dantine, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit. On avait beaucoup parlé à l'époque des attentats de 2015 en France et de 2016 en Belgique, de la coopération sécuritaire entre des pays du Maghreb et la France d'un côté, la Belgique de l'autre. Qu'en est-il aujourd'hui s'agissant de la Tunisie et de la Belgique? Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que voilà, les deux autorités de sûreté et politique discutent? En l'occurrence, cet homme était de Tunisie et visiblement, il avait déjà une pratique, entre guillemets, en tout cas pas religieuse forcément, mais en tout cas, il était, entre guillemets, radicalisé déjà en Tunisie. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui est un peu débattu en ce moment. En tout cas, il a un parcours de criminalité ordinaire, de droit commun qui est documenté. Il subsiste quelques zones d'ombre et d'ailleurs, ça va être le travail maintenant, si vous voulez, notamment des enquêteurs, de comprendre cette trajectoire individuelle et ce passé notamment. Je pense que c'est une coopération qui a fait des progrès. Je pense que c'est une coopération qui n'est pas optimale, bien entendu. Et de toute façon, il y a quand même une logique qui est assez inflexible là-dedans. Je vous rappelle que la Tunisie, et sans lier d'ailleurs les deux faits, mais c'est le pays qui a envoyé le plus gros contingent de combattants dans le califat de Daesh, à l'échelle mondiale, combattants étrangers, j'entends. Et donc, chaque pays est quand même un peu en train de se dire... finalement, moi je vais expulser les gens et n'est pas en train de se demander ce qui va arriver chez ceux qui vont les accueillir. Parce que pour ce qui est de cet individu en Belgique, il y a énormément de gens dont la demande d'asile est refusée, qui n'ont rien à voir avec des terroristes, et quand ils connaissent ce refus, ils partent et ils rentrent dans le monde underground en réalité, et finalement on ne sait plus où les trouver, et tous ne sont pas terroristes. Et donc, si vous voulez, il y a aussi une question d'une solution qui doit être globale en réalité. Et il y a des questions auxquelles on ne pense pas. Comment se fait-il qu'un individu fasse ça, qu'il tue des gens, qu'il finisse par mourir, qu'il se mette en scène à travers cet acte, qu'il se filme avant, après, qu'il finalement s'auto-revendique avec ce besoin narcissique? Comment se fait-il qu'à un moment donné, ce genre de choses arrive avec vraisemblablement une accélération sur la fin du processus, au même titre qu'on n'a pas du tout, finalement, au-delà de mots de la barbarie qui ne veulent pas dire grand-chose, on ne s'est pas dit, mais comment est-ce que des individus en masse arrivent de la part du Hamas à aller tuer des non-combattants, kidnapper des gens, éventrer des femmes enceintes? Enfin, il y a à un moment donné aussi des processus psychologiques qui interviennent chez des individus dans une société qui en quelque sorte les produit. Et donc il y a une réflexion qui est globale. Il ne s'agit pas de mettre les gens chez le voisin, c'est le processus pas dans mon jardin, il faut trouver une solution qui est globale. Je sais que ça fait un peu un discours tout fait de bonnes intentions, mais alors si on ne travaille pas sur le fond, les problèmes vont se répéter. Georges d'Allemagne, vous qui êtes député fédéral, comment vous réagissez à cela? Est-ce qu'on en est toujours aujourd'hui en 2023 entre cette friction, en tout cas cet équilibre entre respecter l'état de droit, la démocratie, la Belgique a son droit, la Suède aussi, la France aussi, à savoir de respecter par exemple le droit d'asile, mais aussi parfois prendre le risque de ne pas aller jusqu'au bout et de laisser sur son sol des, entre guillemets, loups solitaires? Moi, je crois que ça fait partie de l'arsenal dissuasif que de dire à des individus, de prévenir des individus que s'ils ne respectent pas nos valeurs, nos cadres de vie, notre sécurité, ils n'ont rien à faire chez nous. Je pense que ça doit être vraiment un message qui doit être de plus en plus clair. Moi, j'ai vu ça, notamment dans le cadre du procès des attentats de Paris et de Bruxelles, l'effet dissuasif, par exemple, du retrait de la nationalité, l'effet dissuasif, effectivement, de dire à des individus vous ne respectez pas notre sécurité, vous êtes menaçant, vous n'avez rien à faire chez nous. C'est un message qui est fort, qui est clair et qui est bien compris. Alors oui, ça pose aussi effectivement la question de l'origine de ce terrorisme. Je pense aussi, et vraiment j'insiste là-dessus, qu'il faut qualifier le terrorisme de manière très claire et l'antisémitisme et la haine de manière très claire.
Il y a un débat qui doit avoir lieu en Belgique, comme il a lieu en France aujourd'hui. C'est l'apologie du terrorisme. Ce n'est pas condamné par notre code pénal, même si on peut effectivement condamner des appels à la haine, des appels à l'antisémitisme et des choses comme celle-là, mais ça n'est pas clairement condamné par Merci. notre code pénal. C'est un débat qu'on doit avoir. Merci beaucoup, eh bien on suivra cela. Merci beaucoup Georges d'Allemagne et merci à vous Mickaël Dantine d'avoir été avec nous ce soir dans ce grand temps consacré donc à ce nouvel attentat qui a frappé Bruxelles hier soir.